Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. L'actualité est bien riche comme d'habitude. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur ce que vous avez actuellement en France? Non. Non, parce que là, ce week-end, tout le monde va être focalisé sur la réouverture de Notre-Dame avec une pléiade de stars, avec en présence de Monsieur le Président de l'Ukraine, Monsieur Zelensky. Vous aurez également des représentants des différentes couronnes européennes. Vous aurez également, pour son premier déplacement depuis l'élection, le président futur, 48e, 47e, 45e, 49e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, dont d'ailleurs je pense qu'à mon avis, Macron va faire son petit show avec. Ah, t'es mon pote, hein, je t'aime bien, hein, t'es mon ami, hein. C'est bizarre parce qu'il y a encore quelques mois, tu lui crachais dessus. Mais voilà, c'est la politique, c'est la diplomatie. Et pendant ce temps-là, il y a eu des consultations. Alors, on a consulté le Parti Socialiste. La LFI n'est pas contente parce que le Parti Socialiste, M. Faure, est allé voir Emmanuel Macron alors que les LFI ne veulent pas rencontrer Emmanuel Macron. Alors ça la fout mal pour la NFP, hein, mais bon, de toute façon, vous le savez aussi bien que moi, hein, avant c'était la NUPES, aujourd'hui c'est la NFP. Demain, au mois de juin, s'il y a de nouveau des législatives anticipées, ça va être autre chose. Le problème, c'est ça, c'est que ces gens, en réalité, ne représentent plus rien, ou pas grand-chose, à l'échelle de l'électorat français. Mais on leur donne toujours cette même stature, où il se prétend avoir une stature. Bah oui, on est le Parti Socialiste, on n'est quand même pas n'importe quel parti. Bah ouais, mais t'es un parti qui a fait 2,8% au présidentiel en 2022. Ah bah oui, bien, le nouveau Front Populaire, Parti Socialiste, Communiste, Écolo et les filles. En face, vous avez RN. RN et RN, qui pèsent 11 millions de voix. Et ça les emmerde, évidemment. Le fait que le Rassemblement national, aujourd'hui, officiellement, en nombre de voix, aux dernières élections législatives, est le premier parti de France. Non, c'est faux. Le premier parti de France, c'est le NFP, c'est le nouveau... Ouais, le NFP, il faudrait déjà vous mettre d'accord, parce qu'il y en a qui vont voir Macron, qui vont discuter avec Macron, qui vont essayer de négocier une petite place dans le futur gouvernement, et il y en a d'autres qui n'y vont pas parce que, Macron, machin, etc. J'ai envie de dire, il y a un truc quand même, hein. Et là, ça les énerve, hein, mais... Et les filles, RN, même combat, dégagez Macron. Oui, mais non, mais on ne fricote pas avec l'extrême droite. Bah ouais, mais le problème, c'est que vous jouez quand même avec. Parce que vous savez que la motion de censure que vous avez lancée, vous étiez convaincu que le RN allait la voter. Mais c'est la faute du RN. Bah oui, c'est pas la faute du parti ou de la représentation de l'Assemblée nationale qui a lancé la motion de censure. C'est pas de leur faute. C'est le faute du Rassemblement national d'avoir voté. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, hein, soit la démocratie, vous l'acceptez dans ses règles et ses fondamentaux, ou alors vous la refusez, mais dans ce cas-là, installez une dictature. Voilà, partagez-vous le pouvoir ad vitam aeternam. Et comme ça, il y aura plus de problème. Il n'y aura pas de problème de parti d'extrême droite ou trucs comme ça. Ah non, mais de toute façon, Macron, il a détruit le pays économiquement. Il a détruit son industrie, il a détruit la fonction publique. Et aujourd'hui, il a détruit le paysage politique. Alors, évidemment, en plus de ça, nous allons revenir un petit peu sur le Mercosur. Le fameux Mercosur que Van der Leyen a acté. Alors, a acté. Ça ne veut pas dire qu'il est signé. Parce que Van der Leyen, président de la Commission européenne, accepte donc le traité, mais le traité doit désormais passer au vote.
à l'acceptation. Or, vous savez qu'il y a certains pays, la France, la Pologne, qui ne sont pas d'accord avec le Mercosur. Sauf que vous savez que fut un temps où l'Union européenne avait un principe, c'est que pour accepter, et plus particulièrement un traité de libre-échange, il faut l'unanimité. Mais plus maintenant. Ah bah oui, vous savez qu'ils ont réformé ça. Maintenant, c'est le principe de la majorité. Donc il suffit que parmi les 27 pays membres, vous en ayez 14 ou 15 qui votent le Mercosur. Fini guns and lose. Donc les autres pays, allez vous faire foutre. Donc on applique le Mercosur. Oui, mais nous, on n'est pas d'accord. Non, mais ta gueule, c'est nous qui commandons. Oui, mais on a notre souveraineté. Ah bah non, vous n'avez plus votre souveraineté puisque vous avez signé. Vous avez signé Maastricht. Vous avez signé le traité de Lisbonne. Vous avez signé les différents accords de fonctionnement et de protocole européens. Donc maintenant, vous fermez vos gueules et vous exécutez ce qu'on vous dit. Et vous allez accepter toutes les marchandises qui vont venir des pays d'Amérique latine avec qui on vient de signer le Mercosur. Quand il sera voté. Mais il sera voté de toute façon. Alors, évidemment, le problème c'est qu'aujourd'hui les agriculteurs, il y en a qui sont contre. Sauf que le problème c'est que, encore une fois, il y a beaucoup de généralités, il y a beaucoup de raccourcis. Alors, le Mercosur, qu'est-ce que c'est exactement ? Le Mercosur, c'est un accord de libre-échange, c'est-à-dire un accord qui va permettre de faciliter les conditions douanières des produits exportés et importés entre les deux entités économiques. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, chaque pays européen a ses propres règles sanitaires. Là où vous avez des pays qui sont assez tolérants sur l'OGM, en France, les produits OGM sont interdits. Le seul problème, c'est que l'accord et le traité du Mercosur, dans ces textes, va-t-il ordonner la suprématie de l'accord sur tout texte ou toute loi souveraine de chaque pays membre de l'Union européenne? Par exemple, la France qui interdit les OGM, est-ce que l'Union européenne va dire oui, non, mais le Mercosur dit que ça, poubelle. Alors, c'est plus compliqué, évidemment, c'est beaucoup plus technique. En l'état, les produits qui viendront des pays latins américains devront se conformer aux règles et lois sanitaires de chaque pays membre de l'Union européenne. Et d'ailleurs, on vous a donné un exemple. Oui, regardez, ça fonctionne puisque récemment, il y a des produits qui ont été exportés du Canada, du Canada ou je ne sais plus, du Brésil, je crois, et qui on a découvert que les produits n'étaient pas conformes, comme quoi, vous voyez, ça marche. Oui, sauf que le problème, c'est que pour un qu'on a dénoncé, il y en a 10 000 qui passent. Ce qui veut dire qu'il y en a 10 000 qui vont finir sur les marchés européens et qui par conséquent vont finir entre les mains de consommateurs français qui, sans faire gaffe, vont peut-être consommer des produits qui normalement ne sont pas censés consommer parce que ne correspondant pas aux règles européennes ou voire même aux règles françaises. Qui plus est, je rappelle, même au sein de l'Europe, on a quand même eu certains scandales, souvenez-vous, des produits qui étaient déclarés et labellisés d'une certaine forme et qui en réalité se sont avérés pas du tout ça. Je sais plus, c'était quoi cette histoire de bœuf qui en réalité c'était pas du bœuf, c'était de la viande de cheval. Non mais de toute façon, libre marché et règles sanitaires, ça fait jamais bon ménage. Donc si vous ne renforcez pas les règles sanitaires
pour éviter les dérapages imposés par l'ultralibéralisme, bah oui, vous allez bouffer de la merde. Comme nous, on bouffe de la merde ici aux États-Unis. Je vous l'avais déjà expliqué, hein, le coût du bœuf. Hein. Le bœuf hormoné, le bœuf flingué aux antibiotiques, etc. Le problème, c'est quand il finit dans votre assiette, bah, la viande, elle n'a pas de goût. Ah oui, non mais elle est tendre, hein, quand c'est pas des animaux évidemment génétiquement modifiés ou un truc comme ça, mais alors il y a des États qui en effet interdisent les viandes de spécimens génétiquement modifiés. Mais oui, très clairement, quand je vois certains steaks comparés les steaks que je vois en France, ah bah ici le steak, quand vous prenez votre couteau, c'est comme dans du beurre. Hein. Vous dites, ouais, peut-être pas naturel. Hein, Puis quand vous mangez cette viande, bah ouais, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien, il n'y a pas de saveur. C'est pour ça que vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de sauce aux États-Unis pour relever le goût de cette viande. Parce que la viande elle-même, même si vous la cuisez avec une sauce, du sel, du poivre, etc., le problème c'est que bah, ça restera toujours fade. D'où la raison pour laquelle le BBQ aux États-Unis est extrêmement populaire, parce que le BBQ, bah, vous faites de la viande fumée. Donc vous arrivez quand même à mettre un fumet, mais c'est pas un fumet naturel. Donc le Mercosur, si même certaines règles sanitaires vont continuer à s'appliquer, ça ne veut pas dire que dans la foison de marchandises qui vont débouler sur les ports européens et français, bah, il y a des moments où il y a certaines marchandises qui en réalité ne vont pas être conformes aux règles sanitaires. Mais ça va passer quand même. Ça va passer quand même parce que tous les grands réseaux de distribution, hein, déjà vous le voyez, en fruits et légumes, quand vous regardez les origines, bah, vous comprenez. Dire pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas les capacités de produire des fruits et légumes Bah si. Mais le problème, c'est que les politiques européennes, elles flinguent l'agriculture européenne pour justement permettre ces fameux accords de libre-échange, ce fameux business de l'import-export des marchandises qui viennent de l'autre bout de la planète. Je dirais même au niveau écologique, le transport, excusez-moi, hein, mais est-ce qu'il est plus écologique de faire de l'agriculture locale ou d'aller chercher les produits de l'autre côté de l'Atlantique avec des gros porte-conteneurs excusez-moi, mais c'est pas très logique là. Bah oui, c'est pas logique. Donc oui, les agriculteurs, bah, vous l'avez dans le cul. Hein. Encore une fois, hein, bah oui, Macron, quand il vous disait au mois de février, hein, pendant le salon de l'agriculture, le show qu'il a fait, c'est du show. Ce n'est que du show. Ce ne sont que des paroles. Dans les actes, allez vous faire foutre. Donc les agriculteurs, bah oui, vous allez manifester, vous allez bloquer des carrefours, vous allez faire chier les Français. Mais Macron et toute sa clique, là, ils n'en ont rien à péter. Si vous commencez à foutre le bordel, bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous envoyer les CRS. Les braves. Allez, on va éborgner, on va péter la gueule à 2-3 agriculteurs, on va faire brûler 2-3 camions, tracteurs, etc. Puis voilà. Puis derrière la pression, les banques, les assurances, etc. Le mec, il va se faire péter son tracteur. Et l'assurance, elle va dire, ah oui, mais excusez-moi, mais ça rentre pas dans le contrat d'assurance. Non, mais de toute façon, je le dis et le redirai toujours. Tant que vous ne sortirez pas de l'Union européenne, vous allez être les baisers dans l'histoire. C'est-à-dire que la France va être transformée en un pays touristique. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus d'industrie, plus d'agriculture, plus d'élevage. Vous serez complètement dépendant de produits importés. Et je dirais même pire, c'est qu'avec le temps, vous finirez par perdre les savoir-faire. Et évidemment, il n'y aura pas d'argent pour tout le monde. Et donc, il y aura l'installation d'une soumission et d'un esclavage moderne.
avec le revenu universel, sur lequel on mettra des conditions. Et tu seras un bon petit mouton qui devra obéir aux ordres, qui devra consommer, et uniquement consommer, satisfaire ses plaisirs, ses loisirs. Ne fais pas de politique, n'aie pas d'opinion politique, ne regarde pas les sites complotistes, ne contredis pas les ordres, ne sois pas dissident. Des moutons de Panurge. Et pour terminer, la Syrie. Oh, Bachar el-Assad va-t-il enfin réussir, va-t-on réussir à faire tomber Bachar el-Assad? Renforcement des rebelles, les rebelles progressent, oui c'est génial, enfin, l'espoir de voir ce qu'on a raté il y a quelques années, en 2016. Alors moi, je me suis déjà expliqué sur les questions, les questions diplomatiques, géopolitiques, etc. Moi, ma question aujourd'hui, est-ce que Israël serait très heureux de voir Bachar el-Assad tomber et voir s'installer un régime musulman, un régime, si ça se trouve, islamique, puisque je rappelle, lorsqu'il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu ce petit scandale où on avait... parce que de temps en temps, on ne se mouille pas les doigts, donc on demande aux autres d'opérer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Qatar qui avait investi auprès des rebelles, on a profité de la guerre contre l'État islamique pour renforcer les positions rebelles et tenter d'essayer de faire tomber le régime d'Assad. Or, Assad a fait jouer ses alliances, il a demandé de l'aide à la Russie, de l'aide à l'Iran, même la Chine. Donc du coup, ça n'a pas marché. Sauf que là, peut-être que ça va marcher. Mais le problème, c'est si vous faites tomber Bachar el-Assad, vous allez mettre quoi à la place? C'est pour ça que je dis Israël. Est-ce qu'il va être content, Israël, de voir débouler en Syrie un régime islamique? Un régime islamique sunnite. Oui, parce que Bachar el-Assad, c'est un alawite. Les alaouites sont une branche dissidente de mouvements chiites. D'où la raison pour laquelle on voulait dégager Bachar el-Assad, parce que le croissant chiite, Liban, Syrie, Iran. Et alors, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser, je vais poser la question à ChatGPT. Et ChatGPT, il m'a répondu que, en plusieurs points, en effet, la chute de Bachar el-Assad va poser beaucoup de problèmes. Problèmes structurels, problèmes économiques, problèmes politiques, problèmes religieux. Et qu'en conclusion, la chute de Bachar el-Assad, si elle se produit, va poser de gros problèmes de stabilité régionale dans une région qui déjà a beaucoup de problèmes. Tiens donc. En réalité, et vous le lisez dans les médias, le lien avec les Russes. Oui, faire tomber Bachar el-Assad, allié des Russes. C'est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis soutiennent les rebelles, directement ou indirectement, et c'est pour dégager un allié de la Russie dans la région. Mais au final, on se dit, mais excusez-moi, mais finalement, vous n'avez toujours pas tiré les leçons. Vous n'avez pas tiré les leçons de l'Afghanistan, vous n'avez pas tiré les leçons de l'Irak. Ben non, on va continuer à foutre le bordel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, étrangement, tout d'un coup, ce regain des rebelles en Syrie, soutien américain, certainement, qui est toujours sous administration Biden. Quand je vous ai dit que les démocrates, ils allaient bordéliser, ils allaient foutre le bordel, la merde partout, avant le 20 janvier. Bon voilà. Encore une fois, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils sont tellement haineux, tellement colère d'avoir perdu et de s'être fait prendre une claque sur la fesse par Donald Trump qu'ils vont foutre le bordel.
Ils vont mettre la merde aux États-Unis, ils vont mettre la merde à l'échelle internationale, en géopolitique. Et voilà. Et ça va être bingo. Et quand je parle d'Israël, est-ce que Israël va être content de se retrouver avec un pays entre les mains de mouvances islamiques, sunnites, radicales, alors que Bachar al-Assad, c'était un alaouite, comme je vous l'ai dit, mais un alaouite laïque, un alaouite modéré. Mais vous verrez, de toute façon, il va y avoir un moment donné, où c'est déjà le cas, hein, va falloir choisir c'est quand. Le problème, c'est que vous avez certaines personnes, je rappelle, Biden soutient Israël, sauf que là, aujourd'hui, l'administration américaine est en train de foutre le bordel en Syrie. Vous croyez que ça fait plaisir aux Juifs de voir que la Syrie risque de tomber ? Alors, il y en a certains conservateurs, évidemment, en Israël, qui disent oui, c'est génial, parce que comme ça nous débarrasse d'un chiite dans la région. Ben ouais, mais tu vas pas y gagner au change. Tu vas y perdre, fatalement. C'est ça qui est démentiel, en fait. Là où tu crois apporter une solution, en réalité, tu vas créer un autre problème. Voire même un problème qui va être encore plus difficile à gérer que celui que tu crois avoir résolu. Ça n'a pas de sens. Mais ça a du sens pour certaines personnes, pour certaines idéologies, pour certains intérêts. Mais ça génère d'autres merdes, d'autres problèmes. Donc c'est incompréhensible. Mais ceci dit, quand vous comprenez un petit peu dans la globalité, à l'échelle internationale, les enjeux géopolitiques, économiques, financiers, etc., c'est pas totalement illogique. Parce que finalement, on en revient toujours au même problème. C'est qui c'est le patron ? Qui dirige ? Qui commande ? Qui fait de l'influence ? Qui guide les choix politiques et économiques de certains pays, de certains dirigeants, de certains gouvernements, de certains corporatismes ? Ça, c'est une bonne question qui serait peut-être intéressante à poser à ChatGPT, vous ne croyez pas ? Histoire de voir qu'est-ce qu'il peut bien répondre. D'ici là, quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, suivez l'actualité, c'est bouillonnant, c'est chaud bouillant, comme dirait l'autre. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien, soyez prudents. Et puis, bonne réouverture de Notre-Dame.